Bonjour à tous, bienvenue donc au webinaire de l'intégration qui s'intitule Parlons migration et intégration, comprendre l'opinion pour agir sur la perception. Et aujourd'hui, nous recevons Roberta Bocca et Marinko Sperek de Destin commun. Donc très rapidement, c'est un webinaire qui est organisé par le Centre Appui Ressources qui bénéficie du soutien de l'Union européenne et du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer et qui a lieu dans le cadre de la semaine de l'intégration qui est impulsée par la direction interministérielle à l'accueil et l'intégration des réfugiés. Vous pouvez vous poser vos questions, non pas dans le chat, parce qu'apparemment ça ne fonctionne pas, mais dans la boîte de questions. Et on les posera aux intervenantes à la fin de leur présentation. Et vous pouvez déjà les écrire au fur et à mesure dans la boîte à questions. Un replay sera disponible, c'est-à-dire que le webinaire est enregistré maintenant et on vous enverra aussi la présentation en PDF. Très rapidement, je vais faire une petite introduction qui va nous aider pour la suite de la présentation. Vous avez dans l'encadré en jaune à droite les sources de ces définitions, puisque la question c'est de définir quelle est l'insertion, l'intégration et l'assimilation, quel est le sens de ces mots et quelles sont les différences entre ces différents mots. Ces trois mots-là peuvent être définis par la première définition qui est le processus qui consiste à reconnaître comme membre de la communauté nationale quelqu'un qui vient d'ailleurs. Il y a un autre chercheur qui l'appelle le vocabulaire de l'incorporation à la nation. Donc, dans tous les cas, il s'agit d'un processus qui résulte des efforts des nouveaux arrivants et de la société d'accueil, qui est organisé dans le temps et qui se constate plutôt a posteriori. L'intégration, c'est quelque chose qu'on constate à la fin. On peut différencier ces trois mots, donc insertion, intégration, assimilation, selon différents aspects. Le premier, c'est que l'insertion serait le processus le moins impliquant pour les étrangers comme pour la société d'accueil, par rapport à l'intégration qui consiste en une dynamique d'échange telle que chacun accepte de se constituer partie du tout et s'engage à respecter l'intégrité de l'ensemble. Alors que l'assimilation, elle, suppose l'abandon de tout élément de l'identité originelle pour se fondre dans la communauté d'adoption. Donc on voit qu'il y a une différence de degré et d'intensité entre ces trois mots. À l'origine des termes, d'où viennent un peu ces mots, le premier, ça concerne plutôt à l'origine l'insertion sociale temporaire des travailleurs immigrés. C'est pour ça que on parle aussi d'un processus qui est moins impliquant, puisque ce sont des personnes qui vont venir travailler en France un temps et ensuite repartir chez elles. Alors que l'intégration, c'est un terme qui s'impose dans le discours politique à partir des années 70. On verra, c'est le moment où justement ces travailleurs temporaires, en réalité, s'installent de manière plus sédentaire en France. Et c'est un terme qui est inscrit dans la loi en premier par Sarkozy en 2003. L'assimilation, pour l'origine du terme, c'est au contraire issu de la période coloniale. Il s'agit de l'assimilation des différents peuples au sein de l'identité française. Si on parle plus de quoi relèvent ces différents termes, l'insertion relève plutôt de l'économique et du social, donc par le travail, par les relations. L'intégration peut relever plutôt du politique, de la participation aux affaires de la cité, donc c'est-à-dire vraiment de se sentir faire partie d'un tout, ce qui rejoint la première définition qu'on voit dans ce tableau. Alors que l'assimilation relève du culturel, des pratiques, des mentalités, des mémoires collectives. C'est pour ça qu'on parle plus d'identité en ce qui concerne l'assimilation. Une rapide chronologie pour vous rappeler d'où viennent toutes ces considérations. Donc, on l'a dit, la fin des années 70, c'est le moment où on prend conscience de la sédentarité des travailleurs immigrés, qui ne vont donc plus venir travailler en France et repartir chez eux, mais rester durablement. Donc, c'est le début d'une prise de conscience de la nécessité de l'intégration. En juillet 84, il y a la loi de création de la carte de résident, qui est dans un esprit beaucoup plus justement d'intégration comme ça. En 89, l'affaire du foulard entraîne la création du Haut Conseil à l'intégration, le HCI, qui est l'ancêtre de BOFI. Et en 2000, il y a le premier rapport de ce HCI sur l'islam dans la République, qui justement amène ces premières questions d'identité et ses premières crispations sur le sujet. En 2003, il y a la première loi Sarkozy, qui est suivie en 2006 de la deuxième, surtout, qui rend obligatoire le contrat d'accueil et d'intégration, qui s'appelle donc le CAI à l'époque, et qui a été remplacé en 2016 par le contrat d'intégration républicaine. Et aujourd'hui, on est toujours dans cette dynamique, puisque la dernière loi aussi d'immigration parle de contrat d'engagement au respect des principes et des valeurs de la République. Donc, juste pour vous donner une idée générale de cette évolution dans le temps, l'esprit de la loi de 1984, elle parle de la stabilité du séjour qui permet un temps long, c'est-à-dire qui permet une durée suffisante pour l'étranger,
lui permettant de mener à bien sa socialisation et sa familiarisation avec la société d'accueil. Donc à cette époque-là, on est dans une considération de la stabilité du séjour comme étant un facteur d'intégration pour la personne qui arrive. Alors que l'esprit des lois de Sarkozy en 2003 et en 2006, au contraire, on voit qu'il y a vraiment un renversement et une inversion de la charge de l'intégration, puisque la stabilité du séjour est conditionnée à la preuve par l'étranger de son intégration, qui est nécessaire dès le début. Donc, au départ, la stabilité du séjour est un facteur d'intégration, et ensuite l'intégration est une condition préalable de la stabilité du séjour. Voilà pour un très rapide cadrage théorique, et maintenant je vais donner la parole à nos intervenantes. Merci beaucoup, Alix. Je vais vous partager mon écran. Et Alix, tu voulais pas faire aussi un focus sur les mots qu'on va utiliser concernant... Parce qu'en fait, donc, comme vous verrez, on parle beaucoup d'immigration et d'intégration. Et en fait, quand vous verrez lors de toute la présentation, on va beaucoup parler des personnes migrantes parce que chez la plupart de la population française, on a remarqué que dans personnes migrantes, on met un peu tout. Les immigrés, les travailleurs migrants, les réfugiés, les demandeurs d'asile, et que donc ils ne font pas forcément beaucoup de différenciations entre ces termes. Et c'est pour ça, Marion rentrera un peu plus dans les détails lors d'un passage spécifique sur ça. Donc, ne vous inquiétez pas si on ne parle pas tout le temps des réfugiés. Ils sont compris dans ce dont on parle, mais on en parle plus en général parce que justement, on parle d'opinion publique française qui ne fait pas ces différenciations. Donc, juste pour vous donner une idée de ce dont on va parler, on va faire un petit point sur qu'est-ce que c'est destin commun, parce qu'on part du présupposé que pas tout le monde nous connaît. Qu'est-ce que c'est Parlons Migration, que c'est un projet spécifique qu'on a porté le long de toute cette année et dont on vous donne les premiers résultats. On parlera aussi des grands enseignements issus de notre recherche, qui sera un peu la partie la plus dense de tous ces webinaires. On vous donnera quelques premiers leviers d'action qu'on a identifiés pour parler au milieu ambivalent. On reviendra sur qu'est-ce que c'est ces milieux ambivalents, ne vous inquiétez pas. Et en cinquième, on vous expliquera un peu plus qu'est-ce que c'est donc Parlons Migration et comment ça peut vous accompagner dans dans vos campagnes, dans vos quotidiens, dans les actions que vous pourrez mener lors de vos différentes actions dans vos associations. Donc, je laisse la parole à Marion pour commencer dans qu'est-ce que c'est Destin commun. Enchantée, merci beaucoup d'être avec nous ce midi et pour l'organisation de ce webinaire. Je vais passer rapidement parce que je sais que le cœur du sujet qui vous intéresse, c'est surtout les grands enseignements. Mais donc pour commencer, Destin commun, qui sommes-nous? Destin commun, c'est une association de loi 1901 présente en France depuis 2017 et qui est aussi membre d'un réseau international qui s'appelle More in Common, donc qui est aussi présent aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne et plus récemment en Pologne, au Brésil et en Espagne. Notre sujet, notre cœur de sujet, c'est pas la question de l'immigration, c'est vraiment la question de la lutte contre la polarisation, la fragmentation de nos différentes sociétés. Et comment est-ce qu'il est possible de renforcer la cohésion sociale et avec elle, finalement, nos démocraties. Pour faire ça, on a en fait un présupposé qui est celui de destin commun et de notre nom, qui est cette conviction que ce qui nous divise ce qui nous rassemble est plus important que ce qui nous divise. Et pour identifier justement ce qui nous rassemble et pour faire baisser le poids de ce qui peut diviser nos sociétés, Destin commun travaille sur une compréhension fine de l'opinion pour justement aller sur comprendre les dynamiques de société, les lignes de tension, mais aussi les points de convergence, donner à les comprendre et surtout accompagner une diversité d'acteurs, que ce soit des associations, des membres de la société civile, des leaders d'opinion, des médias, des entreprises, des syndicats, dans leurs actions envers le public pour justement renforcer ce qui peut converger dans la société et faire baisser les points de fracturation, de tension. Ce qui fait que Destin commun, finalement, on travaille ensuite sur une diversité de sujets, que ce soit par exemple la transition écologique, comment en faire un sujet rassembleur, mais aussi sur la question de l'immigration. Et ça, depuis notre création, on a remis notre premier rapport sur le sujet qui date de 2017. Comme on a identifié, et je pense que vous qui travaillez spécifiquement sur ce sujet-là, je ne vous apprends rien, un point de
tension, un point de polarisation potentiellement croissant de nos sociétés, et donc comment faire baisser justement ces tensions-là. Et donc, pour comprendre l'opinion et comprendre mieux les dynamiques de société, on travaille en fait à partir d'une méthodologie propre à destin commun, qui veut en fait que pour comprendre l'opinion, souvent les sondages, les analyses se concentrent sur les facteurs sociodémographiques. Donc, pour sortir du jargon, on va définir, on va regarder par l'âge, par le niveau de revenu, par le lieu d'habitation, les différences d'opinion, en considérant que ces facteurs-là influent sur et peuvent être explicatifs de nos opinions. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'évidemment, ça joue un rôle, mais que ce n'est pas suffisant pour bien comprendre finalement les différentes dynamiques dans la société. Et pour ça, nous, on s'est appuyé sur la recherche en psychologie sociale. Et on a fait une étude en 2020, fondatrice de cette méthodologie qui s'appelait La France Enquête, où on a interrogé les Français sur une batterie d'une 60aine de critères pour vraiment comprendre leur vision du monde, leurs valeurs profondes, la manière dont ils se percevaient dans la société. Et à partir de cette étude-là, on a travaillé en fait par une méthode statistique que, désolé, c'est un anglicisme, mais je ne trouve pas le mot en français, que les Anglais appellent le clustering. Donc, c'est identifier des groupes très homogènes entre eux dans leurs réponses et différents les uns des autres. Et nous, on a identifié 6 groupes en interrogeant notamment sur des critères les plus prédictifs. C'était par exemple les fondements moraux de Jonathan Haidt. Ça, c'est un chercheur américain qui interroge le rapport à l'équité, à la bienveillance, à l'autorité, à la loyauté, à la pureté, sur notre rapport à l'optimisme, au pessimisme, sur notre prédisposition autoritaire, notre rapport à l'autorité, dans quelle mesure est-ce qu'on est sensible ou pas au changement culturel, est-ce qu'on est plutôt en favorable au changement culturel ou plutôt fermé au changement culturel, et aussi notre engagement civique et politique. Donc ça, c'est une série d'actions entre aider son voisin, boire un verre avec son voisin, ou contacter un élu, ou signer une pétition, enfin vraiment un graduel de ces engagements-là. Et donc ça nous a permis en fait d'identifier dans la société française 6 familles de valeurs qui sont stables entre nos différentes enquêtes et qui nous permettent en fait de comprendre finalement les systèmes de valeurs, les visions du monde qui vont être un peu à la racine, ou en tout cas qui vont donner des clés d'explication à des différences d'opinion dans la société française. Donc par exemple, sur un sujet qui peut tout à fait nous intéresser ce midi, sur par exemple le rapport au multiculturalisme. Est-ce qu'on considère que c'est une bonne chose, voire qu'il faudrait être proactif dans le fait d'apprendre les traditions de personnes venues d'autres pays, et que finalement la France sort grandie de l'intégration et de l'acceptation et de l'enrichissement de différentes cultures? Ben ça, on voit qu'il y a des opinions très divergentes dans la société française. Et par exemple, les identitaires, notre groupe, notre famille de valeurs des identitaires est plutôt fermée à ça, est plutôt opposée à cette vision-là, mais aussi car ils ont finalement une fermeture et une sensibilité moindre au changement culturel. Donc ça nous permet, c'est un exemple pour vous montrer comment est-ce qu'on remonte à la racine et on arrive à comprendre justement pourquoi est-ce que on n'est pas forcément d'accord entre nous, et on ne sera pas forcément tous, alors que potentiellement c'est avec une personne qui a le même âge que nous, qui habite à 2 rues à côté, qui a plutôt le même niveau de revenu. Donc c'est vraiment ça que nous on essaye de faire. Ici vous avez nos 6 familles de valeurs. Je ne vais pas rentrer en détail dans toutes, juste donc vous dire qu'en termes de pourcentage, elles évoluent pas trop dans le temps depuis 2020, de quelques points selon nos enquêtes, mais c'est vraiment pas majeur. Et elles vont avoir un peu des dynamiques entre elles. Donc, par exemple, les militants désabusés, les identitaires, c'est les 2 groupes avec à la fois les convictions les plus fortes, mais aussi les visions du monde finalement les plus opposées les unes aux autres. Et c'est ce que nous, on va appeler, et notamment sur le sujet de l'immigration, la France polémique, souvent qu'on entend beaucoup dans le débat public, et aussi voilà, qui est la plus diamétralement opposée. Et au milieu, souvent, c'est ce qu'on va appeler le milieu ambivalent, et Roberta va revenir dessus, sur différents sujets, des familles de valeurs qui vont être un peu plus mouvantes et qui vont être un peu moins catégoriques dans leur vision des choses. Et une autre dynamique qu'on a vue depuis 2020, c'est un rapprochement des laissés pour compte avec les identitaires sur un grand nombre de sujets. Et donc avec un enjeu, ça représente 4 Français sur 10 à peu près, de mis ensemble, et pas dans leur système de valeurs, mais plutôt dans leurs opinions. Et donc là, plutôt sur une vision assez décliniste, pessimiste de la France et d'eux-mêmes, et un peu une expression de colère et de repli. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes nos familles de valeurs, mais on vous donnera aussi les ressources
et le lien vers le site où il y a tous leurs détails. Et puis, je pense que la présentation de Roberta ensuite va vous donner en fait des clés de compréhension sur où est-ce qu'elle se situe et notamment dans leur rapport à l'immigration. Cette méthodologie, son but, c'est à la fois d'aider les acteurs à mieux identifier, toucher de nouveaux publics, rentrer en dialogue. On peut parler, nous, dans notre beaucoup de communication et de campagne, mais c'est vraiment pas une méthodologie juste pour communicants ou publicitaires ou des gens qui font des campagnes de sensibilisation. C'est aussi comment, quand on est confronté à un grand nombre, à une diversité de publics, ça aide aussi à rentrer en dialogue, à apaiser certains débats, à mieux interagir les uns avec les autres. C'est aussi comprendre voilà, des décalages dans l'opinion, ce qui fonde un peu nos désaccords, sortir aussi des effets de bulle, et ça nous permet par exemple aussi de mieux identifier et chercher à comprendre des groupes les plus désengagés, les plus défiants, qu'on entend moins dans le débat public, et que des fois dans les enquêtes d'opinion, en fait, par les critères sociodémographiques, on ne va pas forcément arriver à identifier. Et nous, c'est un travail qu'on fait notamment en s'intéressant beaucoup aux laissés-pour-compte et aux attentistes qui sont plutôt en retrait dans le débat. Voilà un peu sur le pourquoi cette méthodologie et ce qu'elle peut apporter d'autre. Et l'idée, c'est vraiment qu'elle soit complémentaire des autres choses. Sur Parlons Migration, qu'est-ce que c'est que ce programme de travail sur lequel Destin commun, avec plusieurs partenaires, dont France Terre d'Asile, on travaille dessus depuis plus d'un an. D'abord, ça part d'un constat, et je pense que pareil, vous êtes bien mieux placé que moi pour vous en rendre compte, qu'aujourd'hui en France, et depuis plusieurs années, une image plutôt négative de l'immigration se construit dans l'opinion, dans le débat public, en tout cas avec la perception d'une tension et surtout d'une polarisation des opinions sur le sujet. Et on va revenir dessus entre, en gros, un groupe très opposé, un groupe plutôt dans une logique de défense de l'accueil, de la solidarité des droits. Et en fait, on va voir aussi un groupe très mitigé qu'on a tendance à pas entendre et qui se retire progressivement du débat. Et donc, à partir de ce constat-là, nous, on s'est dit, par le programme, il doit permettre d'abord de comprendre les ressorts profonds de ces perceptions sur l'immigration, les perceptions, qu'elles soient négatives ou positives, pour arriver d'être plus à même d'identifier des leviers d'action et des leviers de réengagement du débat. Et comme le montrait notre slide d'introduction, surtout dans cette logique d'apaisement du débat. C'est ensuite, à partir de là, de ne pas rester au simple constat, mais de voir comment ça peut nous permettre de créer des cadres de communication, des cadres d'action adaptés pour justement aller chercher le public là où il en est aujourd'hui, rentrer en dialogue, rentrer en discussion et ensuite faire évoluer, faire changer certaines perceptions, notamment quand elles sont erronées. Et ensuite, initier aussi une communauté de partage d'expériences entre différents acteurs de la société civile qui agissent sur ces enjeux-là et créer voilà, un cadre de travail commun. Ce programme-là, si Destin commun, on le dirige dans le sens où c'est notre expertise, ce travail d'opinion. On le fait vraiment main dans la main avec 10 organisations qui nous ont rejoints depuis le début pour nous aider justement à bien comprendre les problématiques auxquelles étaient confrontés les acteurs, pour nous accompagner dans l'analyse et surtout travailler avec nous ensuite sur l'appropriation de ces résultats-là, le croisement avec leur travail et voir comment justement ça peut nourrir leur travail et leurs actions. Et donc France Terre d'Asile est partenaire aussi depuis le début. Et depuis d'ailleurs le début de Destin commun, on travaille ensemble sur ces sujets-là. Ce travail, il se base sur différents éléments de recherche. D'abord, Roberta surtout, a fait un diagnostic assez précis des discours critiques qu'on a qualifiés d'anti, de manière un peu simplificatrice, et des discours pro, pour voir en fait aujourd'hui l'opinion française, les Français, et notamment ce milieu ambivalent, à quel type de discours est-ce qu'il était exposé et qu'est-ce que ça nous disait en termes d'hypothèses d'action déjà, juste quand on regardait l'existant. Ensuite, on s'est aussi basé sur la recherche académique qui a fait beaucoup de travail pour essayer de comprendre justement ce qui jouait sur les perceptions des personnes sur ce sujet lié à l'immigration, à l'accueil, à l'intégration. En mars 2024, on a fait un sondage auprès de 4000 personnes avec l'Institut Ipsos, donc sur un panel représentatif de la population française. Et c'est de ça notamment dont on va vous présenter les résultats, en utilisant notre segmentation aussi dans l'analyse. On a également mené 4 groupes de discussion
avec justement nos familles de valeurs du milieu ambivalent, donc nos stabilisateurs, nos libéraux optimistes, nos attentistes, nos laissés pour compte, pour, au-delà des chiffres, essayer de vraiment comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'ils mettaient derrière, quelles étaient un peu les logiques, et puis aussi voir des choses hors radar, que quand on ne pose pas la question, mais en fait, on ne peut pas le savoir. Dans les groupes de discussion, on peut voir ça. Et on a également fait des entretiens avec des personnes ayant un parcours de migration, c'est-à-dire des personnes soit qui venaient d'arriver en France, soit qui étaient en France depuis plusieurs années. On a également fait du social listening, donc c'est-à-dire de l'analyse des conversations en ligne, notamment autour du projet de loi Asile et Migration, qui a créé des conversations pendant plus d'1 an pour essayer de voir justement comment structurer les arguments, qui prenait la parole, quels étaient voilà, les pour, les contre, les commentaires, etc., sur une diversité de plateformes en ligne. Et ce qu'on va faire sur le mois de novembre et décembre, c'est des tests de messages auprès d'une communauté en ligne, justement, pour justement voir si quand on applique nos recommandations, si ça permet justement de répondre à des inquiétudes de l'opinion, de faire évoluer des perceptions, d'apaiser en tout cas aujourd'hui le rapport des Français à l'immigration. Et donc tout ça, c'est vraiment pas juste le but de dire voilà, on vous dit comment est l'opinion et puis on s'arrête là. C'est vraiment de travailler ensuite avec les acteurs pour identifier des recommandations stratégiques qui permettent en fait de rentrer en dialogue et d'avoir plus d'impact auprès justement du milieu ambivalent. Et là-dessus, je vais laisser la parole à Roberta qui va vous en dire plus déjà sur qui c'est ce milieu ambivalent, pourquoi on l'appelle comme ça et les grands résultats de notre travail. Merci Marion. Donc, je reprends la main pour vous présenter les grands enseignements issus de notre travail de recherche. Comme je disais, c'est la partie la plus dense. Souvenez-vous, on va vous envoyer la présentation, donc vous n'êtes pas obligé de tout noter, ce que je vais dire. Donc, avant tout, on voulait vous aider à situer l'immigration dans l'opinion publique, parce qu'on sait très bien que ce n'est pas votre travail, l'opinion publique, c'est plutôt les nôtres. Donc, pour vous aider et aller un peu plus loin dans ce que disait Marion, on voit d'abord que l'immigration est bien sûr un sujet clivant, ce n'est pas une nouveauté, mais de l'autre côté, on voit aussi qu'il est beaucoup moins prioritaire pour la plupart des Français que d'autres sujets, comme par exemple le pouvoir d'achat. Donc, il arrive en 5e position parmi les priorités des Français, mais on voit aussi que sa priorisation change selon la famille des valeurs correspondantes. Donc, comme disait Marion, on voit aux opposés, d'un côté, tout à gauche, les militants désabusés et de l'autre côté, les identitaires, tout à droite, les militants désabusés sont ceux qui sous-priorisent l'immigration, les identitaires sous-priorisent l'immigration, et au milieu, on voit ce qu'on a appelé jusqu'à présent les milieux ambivalents, les autres 4 familles des valeurs qui ont une priorisation un peu moindre de l'immigration, autour du 27%, mais qui reste quand même assez importante parce qu'elle reste quand même 5e parmi les priorités des Français. Et surtout, on voit aussi qu'il y a un écho à d'autres enjeux prioritaires, on reviendra sur ça, comme par exemple l'insécurité et les systèmes sociaux, qui rappellent à nouveau la question de l'immigration. Donc, OK, l'immigration est un sujet clivant, mais il est moins binaire que ce qu'on pourrait croire. Donc, pour essayer de comprendre mieux cette dynamique qu'on a vue entre la France polémique et les milieux ambivalents, on a décidé de créer une analyse statistique par rapport aux réponses qu'on a eues dans les sondages qu'on a fait en mars. Et on a vu se dessiner 4 groupes parmi les Français dans leur rapport à l'immigration. On a d'un côté les 20% des Français qui sont les pro-immigration, c'est-à-dire ceux qui sont les plus tolérants, ouverts pour l'accueil et pour une société multiculturelle. 30% des Français, que c'est ce qu'on appelle les mitigés, c'est-à-dire ceux qui sont un peu moins radicaux, qui exigent par rapport à l'intégration, qui veulent un peu des contrôles des flux migratoires, mais qui ont aussi une forte capacité de compassion par rapport aux personnes migrantes. 14% des Français, que c'est ce qu'on appelle les agnostiques, c'est ceux qui prennent les moins position sur ces sujets, qui ne savent pas forcément quoi penser, mais qui on retrouve beaucoup plus proches des mitigés par rapport aux autres groupes. Et 34% des Français, les anti-immigration, qui sont pour la plupart xénophobes et hostiles à l'accueil. Donc, c'est pour ça que nos familles des valeurs, mises en relation avec cette typologie par rapport à l'immigration, nous montrent encore plus dans les détails quelque chose que sur certains aspects, on savait déjà, c'est-à-dire, par exemple, chez les militants désabusés,
il y a beaucoup de pro-immigration et chez les identitaires, beaucoup d'anti-immigration. On voit par exemple chez les libéraux optimistes au milieu qu'il y a surtout des mitigés, donc 61% des mitigés, mais on voit aussi que chez les laissés-pour-compte, il y a une bonne partie d'anti-immigration et que, par exemple, chez les stabilisateurs, c'est ceux qui sont les plus partagés dans leur relation à l'immigration parce qu'on voit un tiers, un tiers pro-immigration, un tiers anti-immigration et un tiers mitigé. Et pour rappel, comme disait Marion tout à l'heure, nos familles de valeurs ont été établies en relation à leur positionnement en général par rapport à la société et pas dans leur rapport spécifique à l'immigration. C'est pour ça que c'était intéressant pour nous de regarder dans les spécifiques par rapport à l'immigration comment elles pouvaient être reconstituées par rapport à ça. Donc, toujours pour mieux situer l'immigration, on voulait aussi souligner deux aspects consensuels qui sont fort présents dans l'opinion publique. Et le premier concerne les consensus autour d'une difficulté dans les débats par rapport à l'immigration. Et on voit deux formes de souligner cette difficulté. D'un côté, 78% des Français considèrent qu'il est difficile d'avoir un débat serein sur l'immigration. Et on voit dans ces groupes être très représentés surtout les militants désabusés et les stabilisateurs. Et de l'autre côté, on voit 66% des Français dire qu'on ne peut plus vraiment dire ce que l'on pense sur l'immigration. Donc, un sentiment d'autocensure par rapport à ces sujets qui est représentatif surtout des identitaires des laissés-pour-compte, mais à nouveau des stabilisateurs, pour montrer à nouveau cette ambivalence qu'on voit surtout chez les stabilisateurs, mais aussi dans les autres familles du milieu ambivalent, et qui montre quand même cette difficulté générale à parler d'immigration aujourd'hui dans les débats publics. Et le deuxième aspect consensuel dans la relation à l'immigration concerne la présence d'une compassion qui s'exprime dans la reconnaissance d'un traumatisme que les personnes migrantes peuvent subir dans leur trajet pour arriver en France, sur lequel 70% des Français sont d'accord, mais aussi sur le fait que pour 61% des Français, nous voulons tous une vie tranquille et en sécurité pour nos enfants, et c'est surtout ça qui motive aussi l'effet que les personnes migrantes quittent leur pays et viennent en France. Donc, cette idée de compassion peut être aussi une base possible d'identification entre les personnes migrantes et les Français et nous permet aussi de sortir un peu de ces cadrages négatifs qu'il y a souvent derrière l'immigration. Et donc, c'est pour ça cette compassion, elle est importante à souligner tout en se rappelant qu'elle ne se suffit pas à elle-même pour justifier le fait que donc, les Français sont très ouverts par rapport à l'immigration. C'est une base consensuelle importante à garder à l'esprit, même si elle ne se suffit pas d'elle-même. Et comme disait Marion, nous avons aussi effectué des entretiens avec des personnes concernées par un parcours migratoire plus ou moins récent. Et on a pu remarquer qu'au même titre que la population française, elles ont des profils très variés, mais qui ressemblent beaucoup à la population générale. Donc, on voit qu'elles sont très fières de vivre en France ou d'être devenues françaises. Leur intégration, c'est vraiment une source de fierté très, très forte. Elles sont en demande d'une régulation et d'un contrôle sur l'immigration, même si ils sont d'accord pour faire un accueil de plus grande qualité. Elles ont souvent ou parfois une vision assez négative des personnes migrantes qui renvoie encore à l'assistanat, à la criminalité ou à l'image des profiteurs, qu'on verra, c'est très présent aussi chez la population française, la population générale. C'était la période, pendant ces entretiens, c'était la période des législatives et on a vu que les votes RN chez eux n'est pas tout le temps associé à une idée du racisme, mais plutôt à un besoin de contrôle et des réponses à l'insécurité croissante. Et on retrouve aussi ce qu'on appelle le syndrome de la porte fermée derrière soi, qui évoque en fait l'effet qu'après tous les efforts qu'ils ont fait pour s'intégrer au mieux dans la société, ils ont peur qu'ils soient mis à mal par l'image négative qui est liée aux nouveaux arrivants, et donc ils préfèrent quelque part maintenir le status quo et se différencier des nouvelles personnes, des nouveaux arrivants, et donc avoir une idée, une position beaucoup plus fermée
par rapport à l'immigration et surtout souvent qui misent beaucoup sur la méritocratie. Et pour souligner à nouveau cette similitude assez importante avec la population générale, on a refait la même chose qu'on avait fait avec les familles des valeurs. Et donc, on a regardé les rapports à l'immigration par rapport aux immigrés et à ceux qui avaient une ascendance immigrée, que ce soit des parents ou des grands-parents. Et on voit que par rapport aux pro-immigration, ils sont plus ou moins au même pourcentage, 23% versus 20%. Les mitigés sont beaucoup plus présents chez les personnes ayant des ascendants migratoires. Donc, les 41% sont des mitigés contre les 34% de la moyenne des Français. On a, par rapport aux agnostiques, c'est plus ou moins les mêmes pourcentages et on retrouve un peu moins d'anti-immigration, 22%, contre les 32% de la moyenne des Français. Marion, je te relaisse la parole sur ces slides. Oui, et j'ai vu une question peut-être de précision dans le chat parce que peut-être que d'autres personnes sont un peu perdues sur qui sont nos familles de valeurs. Je ne vous les ai pas présentées en détail. Quelqu'un me demandait quels sont les classes, les groupes sociaux, est-ce que c'est plus des urbains, des ruraux? C'est vraiment pas par ce prisme-là qu'on le regarde, on le regarde vraiment par leur système de valeurs. Donc pour vous les présenter, notamment dans notre milieu ambivalent, le rapport, les stabilisateurs, par exemple, c'est des personnes qui sont d'abord soucieuses des enjeux de cohésion sociale, de vivre ensemble, de transmission, de comment est-ce qu'on fait société ensemble et qui sont plutôt engagées dans la société sur cette idée que chacun peut faire et doit faire sa part pour construire et faire avancer la société. Une fois qu'on a fait nos familles, qu'on a identifié nos familles de valeurs, on a regardé ensuite s'il y avait certains critères sociodémographiques, que ce soit leur âge, leur lieu d'habitation, qui les caractérisaient un peu plus par rapport à la moyenne des Français. Et par exemple, sur les stabilisateurs, on voit que c'est plutôt ils sont un peu plus nombreux chez la génération des baby-boomers, donc plutôt plus de 50 ans, et ils ont moins de difficultés financières que la moyenne des Français. Ils ont un peu plus de plus hauts revenus. Chez les libéraux optimistes, très rapidement, c'est plutôt un profil entrepreneurial. D'abord, c'est la méritocratie, le mérite, l'effort qui définit finalement la réussite. Cette idée qu'on doit chacun prendre un peu sa vie en main et donc ce côté et valorisation des actions individuelles et finalement de la liberté d'agir est très ouvert par contre au monde, au multiculturalisme. Il y a d'ailleurs un peu plus de personnes issues de l'immigration dans ce groupe-là. Donc quand on dit issues de l'immigration, c'est peut-être un mauvais terme, mais c'est donc des personnes qui sont soit pas nées en France, mais surtout qui ont un parent ou un grand-parent qui n'est pas né en France avec la nationalité française. Et chez eux, ils sont légèrement plus urbains et un peu plus masculins, mais par exemple, on ne voit pas de différence de revenus. Chez les attentistes, c'est un groupe qui est plutôt marqué par une forme d'individualisme, la perception d'un monde complexe, de fortes difficultés financières, et donc cette idée de se replier sur leur cocon, de gérer en fait la vie du quotidien, et peu d'attentes finalement envers la société, cette idée aussi que la société n'a pas forcément de poids sur leur vie, mais surtout qu'eux ont très peu d'influence sur la société, donc se concentrent sur ce qu'on a nous appelé leur cocon, en tout cas leur vie, et c'est la famille de valeur la plus jeune. C'est ça qui va les différencier. Et enfin, sur notre milieu ambivalent, les laissés pour compte, c'est d'abord un groupe qui se différencie par un sentiment de manque de reconnaissance, d'invisibilisation et de déclassement social, cette idée qu'en fait leur vie devient de plus en plus compliquée, de plus en plus difficile et toujours avec cette peur de basculement dans la précarité. Et donc, en sociodémographie, c'est un groupe qui est plus féminin que la moyenne et qui compte plus de CSP-, donc c'est-à-dire des professions type employé, ouvrier. Ça, on en retrouve plus dans ce groupe-là. Mais sinon, c'est vraiment cette idée de valorisation de la valeur travail, de la justice, de l'équité de l'ordre, mais aussi voilà, cette idée de besoin d'être reconnu et d'être repris en compte par la société. J'espère que ça clarifie un peu. On était passé un peu rapidement pour ensuite tout le déroulé qu'on fait. Si je reviens maintenant à la suite de la démonstration, on a essayé de faire un zoom au regard du travail que vous faites sur la question des réfugiés. Est-ce qu'il y a un regard spécifique des Français quand on va leur parler de réfugiés, avec cette hypothèse de départ de dire euh, le, le, stat- le mot de réfugié, parce que le statut finalement est très peu compris par les Français, enclenche finalement une acceptation ou un regard peut-être plus bienveillant de la population que quand on parle par exemple de migrants. C'est en tout cas une des hypothèses qu'on avait. Ce qu'on voit, c'est que le principe du refuge
est consensuelle. Et donc, comme Roberta disait, la compassion est consensuelle. Sur l'idée du refuge en lui-même, il y a aujourd'hui finalement une adhésion de l'opinion liée à un travail de long cours sur ce principe-là qui demeure. Donc, c'est par exemple 70% des Français, des répondants, qui disent les gens devraient pouvoir se réfugier dans n'importe quel pays, y compris en France, pour échapper à la guerre ou aux persécutions dans leur pays. Et là, on ne voit pas de grande variation entre nos familles de valeurs ou politiquement, par exemple, ça reste nettement majoritaire dans toutes nos familles de valeurs. On a également, par exemple, 61% qui disent que certains que, qui sont d'accord avec l'affirmation, certains soutiennent que c'est le devoir moral de la France d'accueillir les personnes migrantes qui fuient la guerre, la misère et la maladie. Et une adhésion aussi quand on leur dit est-ce que les personnes migrantes viennent par contrainte, par exemple pour fuir la guerre ou un régime politique dans leur pays d'origine, ou par choix, il y a 61% des Français qui disent qui choisissent par contrainte et reconnaissent que c'est d'abord la contrainte qui pousse à la migration. Donc ça, c'est la partie consensuelle. Évidemment, ça ne veut pas dire que ensuite, dans le principe d'accueil, il y ait un consensus majoritaire. Mais c'est juste quel est le point de départ où il y a une base consensuelle, c'était important pour nous de le rappeler. Ensuite, on a posé en fait des questions ouvertes au début de notre enquête en disant en demandant aux répondants si on vous dit, quand vous entendez le mot immigration, à quoi cela vous fait-il penser? Quels sont les termes, les mots, la définition qui vous vient spontanément à l'esprit? On a posé la même question, on avait divisé notre panel sur la question des réfugiés et dans le cadre d'une autre enquête, pareil, auprès d'un panel représentatif de la population française, on avait posé cette même question en utilisant le terme personne migrante. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des petites variations, mais qu'elles ne sont pas en réalité fondamentales. Et qu'on est déjà dans un référentiel spontané assez négatif, et que par exemple sur le terme réfugié, oui, le terme de guerre va être beaucoup plus prépondérant que pour les autres, quand on questionne sur l'immigration, sur les personnes migrantes, mais que pour autant, on retrouve les mêmes questions aussi de pauvreté, d'immigration, d'insécurité, de misère. Sur l'immigration, ça va beaucoup être marqué par les questions d'insécurité, et les personnes migrantes plus par les questions de pauvreté, mais on retrouve par exemple aussi les questions de guerre. Donc on ne voit pas un référentiel spontané très différent entre ces termes-là. Euh, et par ailleurs, notre enquête et nos travaux précédents nous avaient montré qu'il y a une très forte méconnaissance du processus migratoire. Et je pense que vous qui travaillez sur ce travail, enfin sur ces enjeux-là, vous êtes encore plus à même que nous pour le dire, mais de finalement tous les processus administratifs, les différents statuts, etc., sont très très peu connus par la population française, ce qui peut expliquer aussi que la différence entre un réfugié, une personne qu'on peut qualifiée de réfugié, une personne qu'on peut qualifier de demandeuse d'asile, une personne qu'on peut qualifier de migrant, quelle est la différence fondamentale? En fait, aujourd'hui, dans l'opinion, ce qu'on voit, c'est que ça ne peut pas être expliqué, enfin, les personnes n'arrivent pas à l'expliquer. Autre point qui nous paraissait intéressant, là, c'était dans le cadre d'un travail qu'on a fait en 2022. Donc, on agrège aussi dans notre programme toutes les recherches qu'on a pu faire au fil des ans sur justement cette vision des réfugiés. Donc, c'était différents groupes de discussion qu'on a menés auprès justement des familles de valeurs les plus ambivalentes en leur demandant un peu quelle était leur vision des réfugiés et avec aussi cette question en 2022 sur le rapport aux réfugiés ukrainiens pour voir en fait s'il y avait une vision spécifique et de quoi est-ce qu'elle procédait. On voit que finalement, on avait deux référentiels spontanés très différents quand les gens parlaient des réfugiés ou quand on leur parlait des réfugiés ukrainiens. Sur les réfugiés, c'était d'abord le référentiel de la misère qui venait quand en fait on leur disait si on vous parle de réfugiés, quels mots, quelles images vous viennent spontanément. C'était la misère, c'était les tentes, c'était Calais, Ouistreham. On avait un groupe de discussion qu'on a fait à Caen. C'est aussi les bateaux, les noyades, la question là, des gens en attente. On ne sait pas s'ils restent ou s'ils rentrent. Ce côté aussi transit avec l'idée qu'il y en a qui repartent en Angleterre, etc. Et puis aussi des référentiels un peu plus négatifs, par exemple sur la question du terrorisme qui revenait pas fortement, mais moins. Et sur les réfugiés ukrainiens, on avait un référentiel finalement très différent. D'abord, avec l'image qui revenait d'abord, c'était la question du courage et de personnes courageuses. Et donc, on peut voir un jugement de valeur peut-être derrière et qu'on pourrait creuser, mais vraiment, on voyait d'un côté la misère et d'un côté le courage, et puis en fait des images très différentes, d'abord de femmes, aussi cette idée que c'était des voitures plénards à bord, qu'ils avaient vues passer, etc. Donc, beaucoup moins de dénuement,
beaucoup plus de finalement des gens qui arrivent avec quelque chose, qui fuient aussi, mais il y a moins de misère finalement derrière qui était associée. Et puis voilà, le profil plutôt des femmes avec cette image des hommes à la guerre qui est aussi diffusée par les médias, et donc ce côté combatif, déterminé, fraternel. Donc on voyait la différence. Après, on voyait aussi en creusant dans la conversation un point de différenciation qui nous paraissait intéressant, c'est que sur les réfugiés ukrainiens par rapport aux réfugiés en général, il y avait l'identification et la connaissance du contexte de départ, et que finalement qui arrivait à enclencher un principe de solidarité face en fait à une figure identifiée et rejetée qui était la figure de Vladimir Poutine. Et de dire en fait la solidarité avec les Ukrainiens se construit aussi en opposition à cette figure de Vladimir Poutine qui est identifiée comme le responsable de leur fuite et la cause de la demande du refuge. Et ça, on sait toute la difficulté d'avoir ce même cas de figure pour tous les cas qui appellent aujourd'hui à faire une demande d'asile et à générer en fait des flux de réfugiés parce que les contextes sont très variés et médiatiquement beaucoup moins connus. Mais en tout cas, c'était important pour nous de le partager avec vous. Dans notre enquête, on est rentré aussi un peu plus au local sur vraiment concrètement si au plus proche de chez vous, par exemple, un centre d'accueil ouvrait pour personnes migrantes près de chez vous. Pareil, on a simplifié les termes, mais pour vraiment coller à l'opinion. Quelles seraient vos principales réactions? Avec, donc, on proposait l'inquiétude, la colère, l'indifférence, la surprise, je serais enthousiaste ou je serais même heureux. Ce qu'on voit, c'est que il y a euh, une différence par famille de valeurs, que chez les identitaires, c'est principalement chez eux que s'exprime la colère, mais que sinon, c'est l'inquiétude qui ressort fortement, mais aussi l'indifférence, y compris chez les militants désabusés, qui sont plutôt, on l'a vu, pro-immigration dans leur rapport à l'immigration, mais dans ces conditions-là, en fait, qui ne vont pas exprimer un engagement fort, mais une indifférence qui est une forme d'engagement pour eux, cette idée que finalement, ça ne change pas grand-chose. Mais en tout cas, on voyait ce graduel par famille de valeurs. Voilà sur le rapport, un peu ce petit zoom sur la question des réfugiés. Et maintenant, je laisse la parole à Roberta pour creuser justement toute la complexité de l'opinion dans son rapport à l'immigration et à l'accueil. Oui, merci Marion. Donc, tout à l'heure, on parlait des quelques points consensuels dans l'opinion publique. Maintenant, on va parler plutôt des ambivalences et des contradictions qu'on y retrouve. Tout d'abord, donc, comme je disais, il faut se rappeler que l'opinion est faite des contradictions. Donc, notre enquête en met en lumière plusieurs, on en a choisi 3 pour montrer un peu cette contradiction qu'il y a. D'un côté, donc, on voit que la majorité des Français considèrent que le pays va dans la mauvaise direction, mais en même temps, la majorité des Français affirment qu'ils sont plutôt satisfaits de leur vie. D'un côté, on a l'insécurité comme la deuxième priorité du pays, et de l'autre côté, une large majorité des Français qui affirment se sentir en sécurité là où ils habitent. D'un côté, on a une majorité des Français qui affirment que les migrantes viennent par contrainte plutôt que par choix, comme disait Marion tout à l'heure, mais en même temps, une majorité des Français affirment que de nombreuses personnes migrantes viennent en France uniquement pour profiter de la protection sociale. Et ce paradoxe est important à souligner, à garder à l'esprit pour comprendre donc d'un côté la complexité des sujets dont on traite, mais aussi la complexité de l'opinion publique en tant que telle. Et on l'a vu un peu dans cette différenciation entre familles des valeurs et dans leur positionnement par rapport à l'immigration. Tout n'est pas noir et blanc, il y a beaucoup de nuances qui sont faites donc de ces paradoxes. Et pour mieux comprendre ces contradictions, donc, il nous faut regarder un peu plus de près les émotions que les Français ressentent par rapport à l'immigration, parce qu'elles nous aident à comprendre encore mieux cette ambivalence des relations au sujet migratoire. À la question qu'on avait posée en pensant aux personnes migrantes qui vivent en France, que ressentez-vous? On voit qu'en premier, un peu comme disait tout à l'heure Marion par rapport au centre d'hébergement, c'est l'inquiétude qui arrive en première. Mais de l'autre côté, on a de la compassion et de la bienveillance qui arrivent en deuxième et en troisième, voire de l'impuissance en quatrième. Et par rapport aux différents types de typologies qu'on avait fait par rapport à l'immigration, on voit que chez les pro-immigration, il y a surtout des sentiments positifs, chez les anti-immigration, surtout des sentiments négatifs, et chez les mitigés et les agnostiques, on voit à nouveau cette inquiétude, cette compassion et aussi de l'impuissance à revenir.
Et cette impuissance, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu dans notre étude menée en 2017, qui montrait un peu que la manière dans laquelle l'extrême droite et les gouvernements avaient utilisé certains termes comme vague migratoire, submersion, entraînait un peu cette idée de crainte et d'impuissance, non seulement des pouvoirs publics, mais aussi de la population en général qui ne savait pas comment faire face à ce qui s'est présenté. Et qui peut être aussi quelque chose qui déclenche cette inquiétude. Et on voit aussi que cette inquiétude cache derrière elle aussi une sorte de méconnaissance de la réalité et qui nourrit donc aussi des stéréotypes. Et c'est une méconnaissance qui est liée aux personnes migrantes, mais aussi à la société en sens beaucoup plus large. Donc, lors de notre sondage, nous avons posé plusieurs questions de connaissances au sujet de l'immigration en France et on a vu que pour 56% des Français surestiment, par exemple, la part des personnes migrantes dans la société française, dont 33 la surestiment très fortement, et 64% des Français surestiment la part des personnes musulmanes dans la société française, dont 41 très fortement. Et c'est ainsi qu'on voit se dessiner un lien possible entre une certaine méconnaissance de la réalité de l'immigration et une certaine fermeture par rapport aux personnes migrantes qui dérivent aussi donc de certains stéréotypes qui sont assez partagés sur ce que c'est une personne migrante. Et on a vu dans notre sondage, c'est dessiné un profil type de la personne migrante aux yeux de la plupart des Français, qui est quelqu'un d'origine et culture très éloignée de celle française, peu qualifié, peu diplômé, en situation irrégulière, surtout des hommes plutôt que des femmes, qui s'installent en France sur le long terme, qui viennent bien sûr pour une contrainte, mais qui choisissent la France pour son système social et qui viennent seuls ou en groupe. Et pour conclure cette partie sur l'ambivalence, on voulait souligner aussi un autre aspect qui est assez ambivalent dans la relation que les Français ont et dans l'opinion publique face à l'immigration, et c'est la dénonciation du racisme. On voit que cette dénonciation, elle est partagée. Il y a 80% des Français qui disent qu'en France, le racisme est un problème très répandu, voire généralisé, mais c'est surtout qu'est-ce qu'on met derrière les racismes qui montre cette ambivalence des positionnements. Par exemple, on voit que seulement pour 35% des Français, être contre l'immigration est être raciste, et seulement 39% des Français considèrent que attribuer des aides et des prestations sociales à des personnes de nationalité française de manière préférentielle par rapport à des personnes non françaises est raciste. Et on a essayé aussi de creuser cette question avec nos focus group, nos groupes de discussion avec les 4 familles des valeurs du milieu ambivalent. Et on a vu surtout se dessiner d'un côté une certaine réticence à se laisser cataloguer comme par exemple raciste, mais aussi une idée d'essayer de comprendre les arguments qui sont derrière. Et comme nous dit Edgy, attentiste, il nous dit, par exemple, être contre l'immigration est raciste, ça dépend des arguments qui sont derrière. Si la personne est contre parce que les gens sont dans tel pays, alors oui. Mais après, s'ils sont contre pour des raisons liées au problème d'accueil, tout dépend des raisons. On ne peut pas s'arrêter à juste il est contre ou il est pour et les cataloguer. Il faut voir les arguments qu'il y a derrière. Et donc, comme on disait tout à l'heure, parmi les émotions plus importantes, il y a cette inquiétude qui arrive en premier et qui nous demande de la regarder en face pour essayer de mieux répondre à cette inquiétude et désamorcer comme ça les pouvoirs de défiance et d'activation des peurs qui peut donc amener à une fermeture par rapport à l'immigration. J'avais déjà dit quelques mots sur ça au début, mais donc l'immigration arrive 5e parmi les préoccupations des Français, mais elle fait écho à d'autres préoccupations. Par exemple, celle qui arrive en 2e position, c'est l'insécurité et la délinquance. En 4e, on voit aussi les systèmes sociaux, santé, retraite. En 6e, on voit la pauvreté, les inégalités. En 7e, le terrorisme. Et surtout, on a vu lors de notre sondage que c'est surtout, comme disait Marion, l'insécurité et la délinquance qui reviennent dans l'imaginaire lié à l'immigration. Et parmi les personnes qui ont a sondé, 55% considèrent que les personnes migrantes ou issues de l'immigration contribuent fortement à l'insécurité en France. Et on voit à nouveau
les militants désabusés qui sous-estiment cette difficulté, les identitaires qui la surinvestissent et les milieux ambivalents qui restent assez malléables, assez sensibles à ce type des argumentaires. Et surtout, l'imaginaire du délinquant, du trafic des drogues ou simplement les campements comme des endroits potentiellement dangereux, on voit qu'ils pèsent sur la peur envers les personnes migrantes, même chez des familles et des valeurs qui normalement sont beaucoup plus ouvertes. Comme on peut voir dans ces témoignages issus des focus group d'Audrey, stabilisatrice, qui nous parlait de son expérience à Nantes, où il y avait un camp des migrants qui s'était établi dans les centres-villes, et elle nous disait que c'était une zone où il ne fallait pas aller, où la délinquance avait grimpé. Quand on n'a pas de papiers, pas d'argent, on est récupéré dans les réseaux. Donc, on voit l'inquiétude dans sa forme liée à l'insécurité et à la délinquance, mais on voit aussi une autre forme d'expression de cette inquiétude qui revient surtout sur une idée de saturation du système social et plus largement sur une peur de mise en concurrence des publics précaires pour avoir accès aux aides sociales, justement parce que ce système social est un peu au bout du souffle. Et s'il y a 15 ans, la problématique de l'immigration s'est concentrée surtout sur la concurrence par rapport à l'emploi, on voit que ça a changé dans les dernières années et maintenant c'est vraiment concentré sur cette histoire du système social. Et on peut les souligner à travers le fait que maintenant, seulement 34% des Français considèrent que les personnes migrantes prennent des emplois offensés. Et par contre, on voit que 61% sont d'accord avec le fait que de nombreuses personnes migrantes viennent en France uniquement pour profiter de la protection sociale et 60% parlent à nouveau de cette priorité qui devrait être donnée aux Français par rapport aux personnes migrantes en matière d'accès à l'emploi, au logement et aux soins. Et à nouveau, les mitigés sont assez sensibles à ces affirmations. Et donc, on a vu aussi que pour répondre potentiellement à cette difficulté, à cette inquiétude par rapport au système social et à cette idée des profiteurs, du fait qu'il y a des personnes qui viennent pour profiter du système social français et qui sont un peu des assistés, c'est un autre terme qui revenait assez souvent, c'est important à remettre au centre l'importance du travail dans l'acceptation de l'immigration. Et aussi l'effet que de plus en plus on voit que la vision de l'apport économique de l'immigration, elle est encore pas assez majoritaire. C'est-à-dire seulement 37% des Français considèrent que les personnes migrantes sont globalement un atout pour l'économie française, chose qui pourrait être beaucoup plus, devenir beaucoup plus consensuelle. Aussi parce qu'on voit que 58% des Français sont d'accord avec le fait qu'il faudrait régulariser une partie des personnes migrantes présentes en France pour qu'elles puissent s'occuper de manière légale des emplois sur lesquels on a des difficultés à recruter. Et un autre aspect pour nous intéressant, si tout à l'heure on disait que la méconnaissance liée à l'immigration peut amener à une fermeture par rapport à l'immigration, on voit que de l'autre côté, les contacts amènent à une plus grande ouverture par rapport à l'immigration. Donc, les contacts aussi, tous les lieux qui permettent ces contacts. À la question dans votre vie de tous les jours, dans les contextes suivants, avez-vous des bonnes, mauvaises, pas ou peu de relations avec des personnes immigrées ou issues de l'immigration? Ceux qui ont répondu les plus qu'ils n'ont pas ou peu de relations, c'est bien évidemment des anti-immigrations, un peu aussi les agnostiques, mais la chose intéressante à souligner, c'est que au travail, c'est-à-dire la ligne jaune, c'est l'endroit où il y a tout le temps les plus de relations avec des personnes issues de l'immigration ou immigrées. Ce qui nous montre à nouveau comme le travail peut être central comme point de contact avec la diversité de la société. Et là, on va rentrer dans l'importance de l'intégration. Je vais essayer d'aller un tout petit peu plus vite parce que je pense qu'on a un petit peu en retard. Donc, c'est un peu l'enjeu central de notre recherche. Et on voit que donc, il y a une vision partagée de ce que c'est la problématique que les Français mettent derrière l'immigration. Il y a une partie des Français qui disent que les problèmes principaux concernent l'accueil des nouvelles personnes et que donc les politiques migratoires devraient se concentrer sur la réduction des flux. Et on y voit surtout les laissés pour compte et les identitaires se positionner sur cette affirmation. Et de l'autre côté, ceux qui pensent que c'est plutôt un échec du système d'intégration
de ceux qui sont déjà en France. Donc, qu'il faudrait se réengager dans l'intégration et investir sur elle pour changer la situation. Et on voit que c'est surtout les stabilisateurs qui se positionnent sur cette affirmation. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est dit que repenser et raconter l'intégration devient vraiment un enjeu clé par rapport à l'immigration. Donc, l'intégration est bien évidemment centrale, mais elle montre aussi des aspects parfois négatifs, voire défaitistes, concernant la réussite de cette intégration. Donc, déjà en 2017, dans notre première étude sur les sujets, on voyait cette idée négative qui soulignait le fait que seulement 21% des Français considèrent que la plupart des réfugiés réussiront à s'intégrer dans la société française, qui a été quelque part confirmé par un autre sondage qu'on a mené en 2023, pour lequel pour 42% des Français, les personnes migrantes qui arrivent en France cherchent à s'insérer dans la société française. Et l'aspect intéressant à souligner, c'est que c'est surtout les libéraux optimistes qui ont cet optimisme par rapport à l'intégration et qui disent oui, les personnes migrantes viennent et essayent de s'intégrer, beaucoup plus que les militants désabusés, par exemple. Et on voit, par exemple, les stabilisateurs être assez bas dans cette reconnaissance de la capacité d'intégration. Et donc, c'est pour ça que ça devient de plus en plus important de redonner une vision positive de cette intégration, vision positive qui peut être tirée aussi par d'autres émotions qui sont déjà assez élevées chez les Français, comme par exemple la fierté d'être français. On voit que 83% des Français sont fiers d'être français et que si on arrive à mettre en lien cette fierté d'être français avec la fierté liée à l'immigration, on voit que cette fierté reste positive et fait que 64% des répondants se sentent fiers de leur pays quand ils voient des exemples des personnes qui ont migré en France et qui se sont intégrées. Quand par contre, si on pousse pas sur les côtés positifs, mais sur une vision plus critique du pays, on perd la majorité des Français, où on voit que seulement 32% des Français sont d'accord avec le fait que les personnes immigrées font des efforts pour s'intégrer et que c'est avant tout la société française qui ne leur donne pas les moyens pour s'intégrer. Donc, souligner cette idée de l'intégration sur les positifs pour réactiver une forme de fierté. Et on voit aussi que dans cette intégration, il y a une place assez importante pour le travail, parce que c'est un peu les facteurs clés de la réussite de cette intégration. Et on voit aussi l'importance pour la majorité des Français de permettre aux demandeurs d'asile de travailler, parce que ça leur permet, par exemple, d'apprendre la langue, les modes de vie et de s'intégrer, de ne pas être sous-payés et exploités par les employeurs, de contribuer aussi à la société à travers les cotisations sociales et les impôts. Et par contre, petit bémol, ça peut attirer davantage des personnes migrantes en France. Mais on voit que tous les côtés liés au travail appellent plus fortement les mitigés à répondre positivement. Et avec le travail, il y a un autre point clé qu'on voit dans l'intégration, c'est bien évidemment l'apprentissage de la langue française. Dans une étude qu'on avait menée entre 2022 et 2023, on voit que la langue française, elle devient un peu les premiers leviers consensuels de l'intégration, où 91% des Français sont d'accord avec le fait que les personnes migrantes doivent apprendre le français. Et on voit les militants désabusés, les identitaires être d'accord sur quelque chose. Mais c'est aussi la première difficulté à surmonter pour les personnes migrantes, parce que 58% des Français considèrent qu'il est difficile pour les personnes migrantes d'apprendre le français. Et la langue renvoie aussi à d'autres thématiques centrales pour l'intégration et sa réussite, comme par exemple l'effet des groupes ou le communautarisme, qui peut empêcher quelque part cette intégration, cet apprentissage de la langue et des cultures. Et avec l'intégration, on disait, elle est faite d'apprentissage de la langue, elle est faite par le travail et aussi par la compréhension des valeurs et des coutumes français. Quand on a demandé dans notre sondage qu'est-ce que cela signifie d'être vraiment français, on a vu que la majorité des Français mettent beaucoup d'importance dans les valeurs de la République, dans le travail, dans la langue
et dans l'effet de suivre des traditions et des coutumes françaises, où à nouveau, ça rappelle à nouveau les valeurs d'égalité, de liberté, de solidarité et de fierté de son pays. Donc, si d'un côté, il faut l'engagement des personnes migrantes dans leur parcours d'intégration pour pouvoir les intégrer dans la société, il nous semble qu'il nous faudrait aussi une conscience claire de notre identité, ce qui nous renvoie à un besoin de construire un nouveau récit de l'identité française qui puisse, par exemple, décrire une nation fière de son ouverture et de sa capacité d'accueil et qui parle au plus grand nombre de personnes à travers un récit qui parle aussi des apports positifs de la diversité dans notre société, comme on a vu, par exemple, dans les JO cet été. Et dernier aspect, avant de redonner la parole à Marion pour la partie plus conclusive. Donc, dans les facteurs quand on a posé la question sur qu'est-ce que c'est être vraiment français, il y avait aussi d'autres facteurs qui étaient proposés comme réponse et qui étaient, par exemple, l'effet d'être né en France, d'avoir des parents français, et c'est des items qui ont reçu beaucoup moins de consensus et surtout du consensus par les identitaires, ce qui montre qu'il y a en France une majorité de personnes qui ont une vision non nativiste de ce que c'est la nationalité française, et ce qui permet donc aussi une capacité d'intégration importante. Mais nous devons aussi souligner une autre difficulté majeure en relation à l'intégration, qui est les rapports à l'islam. Parce que pour une personne sur deux, le problème n'est pas tant celui des personnes migrantes ou issues de l'immigration, mais des personnes de confession musulmane. Et comme on disait au début, il y a souvent une forme de méconnaissance qui fait qu'on ne sait pas vraiment la part des musulmans en France, mais aussi on ne connaît pas trop l'islam et que donc ça crée des stéréotypes et ça engendre des peurs. Mais aussi, cette difficulté alimente une vision négative de la capacité d'intégration et d'adhésion aux valeurs de la République, où on voit que 7 Français sur 10 considèrent que l'islam n'est pas compatible avec les valeurs de la société française. Donc, c'est un petit warning sur cette intégration et sur les difficultés qui peuvent y avoir. Et Marion, je te laisse la parole sur les Oui, leviers d'action. rapidement un peu les leviers qu'on a identifiés, un peu la suite, et n'hésitez pas à noter toutes vos questions dans le chat, car il nous reste du temps pour apporter soit des points de précision, soit des discussions, enfin des questions plus larges de discussion. De ce travail-là, nous on travaille vraiment sur qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour les acteurs qui agissent sur les enjeux d'accueil, d'intégration, de rapport à l'immigration. On travaille par public, mais on a aussi identifié des leviers plus globaux qu'on résume pour là au nombre de 5. D'abord, ce qui nous semble important, c'est d'arriver à privilégier ce qui rassemble et non ce qui divise, trouver justement ces points de rencontre, ces apports gagnant-gagnant entre les personnes migrantes et les Français pour éviter finalement ce discours eux-nous, cette différenciation qui semble des fois insoluble. Donc, on voyait Roberta parler des enjeux du travail à la fois comme angle, mais aussi comme espace de rencontre, justement de rencontres autres que derrière des fois un écran. Donc, tout ça, ça nous paraît intéressant. Aussi, sur cet objectif d'apaiser le dialogue et d'apaiser le rapport à l'immigration en France, de prendre les bases qui permettent de construire les conditions d'un dialogue sain. Donc, à la fois choisir la question des mots. Roberta parlait par exemple de la question du racisme. Encore une fois, il y a des choses qui relèvent foncièrement du racisme, juridiquement, etc. Et nous, c'est pas du tout pour relativiser ça. C'est juste ensuite quand tout dépend de ce qu'on essaye de faire avec le public avec lequel on est en dialogue. D'accepter aussi de traiter tous les sujets, d'accepter aussi d'entendre, voire d'exprimer, de laisser s'exprimer les inquiétudes pour pouvoir mieux y répondre. Mais encore une fois, c'est vraiment dans cette perspective de construire un dialogue sain, de permettre même un dialogue. Travailler aussi un point sur la question des représentations de la personne migrante. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un profil type qui ne correspond pas forcément à toute la réalité
de l'immigration, qu'il y a aussi des méconnaissances, par exemple, sur les ordres de grandeur, etc. Et tout ça, c'est à retravailler en évitant pour nous deux pièges qui sont soit le piège de la victimisation, soit le piège de l'héroïsation, et finalement toujours d'être dans l'exceptionnalité, et que montrer aussi enfin, l'immigration banale, en fait, qui relève de profils divers et variés, justement, on sort de ces profils types qui sont pour le moment source d'inquiétude. Valoriser aussi l'impact des migrations, et là ça rejoint finalement aussi sur privilégier ce qui rassemble et plutôt ce qui divise. Et enfin, la question voilà, dont parlait Roberta, de ce nouveau récit positif, que, en fait, ce qu'on voit aujourd'hui en comprenant le rapport des Français à l'immigration, c'est qu'en fait, il appelle à tenir un discours sur ce qu'est la France, ce qui relève de son identité, ce qui relève de ses valeurs, sans en fait se dire que ce discours-là est forcément patriotique, national, identitaire et de repli, que raconter ce qu'est la France, ça peut aussi être raconter toutes les personnes qui travaillent à l'accueil, qui travaillent au vivre ensemble, qui travaillent à justement construire un rapport plus apaisé, et qu'en tout cas, ça nous paraissait assez un point important quand on comprend un peu le rapport des Français à l'immigration. Et après, donc ça, c'est un peu des leviers généraux. Et nous, ensuite, on travaille aussi public par public, car on le voit par nos familles de valeurs qu'en fait, des rapports à l'immigration sont aussi le fait de systèmes de valeurs différents qui peuvent nous permettre en fait de rentrer plus facilement en contact et en dialogue avec des publics plus divers. Et on voit par exemple aujourd'hui qu'on a un peu trois groupes qui se dessinent dans la société française si on veut arriver à apaiser ce rapport-là. Les militants désabusés, les libéraux optimistes, qu'il faudrait finalement équiper, soit en connaissance, en meilleure compréhension aussi des autres et du rapport différent des uns et des autres à l'immigration, pour que finalement ils deviennent un peu ambassadeurs. Un groupe qui serait plus à arriver à réatteindre sur ce sujet-là, parce qu'ils ont tendance à se mettre en retrait, pour les rassurer d'abord. Et donc c'est là aussi entendre les inquiétudes, partir de leurs inquiétudes pour créer ce dialogue, et les conditions du dialogue nous paraissent importantes. Et enfin, un groupe plutôt à écouter pour être toujours attentif, puisque c'est les groupes aujourd'hui qui sont les plus crispés sur ce sujet, et arriver finalement à les désamorcer plutôt qu'à nourrir leur peur et leur point de crispation. Donc aujourd'hui, c'est un peu comme ça qu'on identifie finalement ces différents groupes dans la société. Je vois que des questions sont arrivées, donc super. Rapidement sur comment Parlons Migration se décline pour qu'en fait ce soit utile aux acteurs qui agissent sur ces questions-là. D'abord, on va mettre en place une newsletter, en fait un cycle d'emails automatique pour donner, en fait, faire des zooms sur certains apprentissages, vous permettre de télécharger des fiches de synthèse par famille de valeurs, par exemple, des fiches outils, etc. Parce qu'on sait qu'une présentation comme ça, c'est très dense, donc aider en gros à la digestion de tout ça, et surtout à faire des parallèles avec des problématiques auxquelles vous pouvez être confrontés. Donc voilà, essayez vraiment de donner une grille de lecture de tout ça qui vous soit utile. Donc ça, l'idée, ce sera pour celles et ceux qui souhaitent de s'inscrire, et donc on enverra le lien à toutes les personnes qui étaient inscrites ce matin. Et si vous décidez de vous inscrire, ensuite, vous recevrez une newsletter une fois par semaine pendant en gros 2 mois, pour vous donner voilà, des informations et vous nourrir de tout ça. Et puis, la deuxième chose qu'on propose, qui commenceront à partir de la deuxième quinzaine de novembre et qui vont s'étaler sur plusieurs mois, c'est une formation auquel il sera possible de s'inscrire, qui sera gratuite pour les acteurs associatifs de la société civile ou qui sont engagés avec nos partenaires, d'une demi-journée pour vraiment vous aider à vous approprier et à mettre en application ces enseignements-là, sa grille de lecture de l'opinion publique par famille de valeurs, pour se dire qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour mes actions. Et donc l'idée, c'est que ce ne sera vraiment pas 1 heure de présentation et de prise de notes ou 3 heures, et voilà, mais vraiment une formation interactive pour vraiment vous en sortir en vous disant j'ai compris et je vois comment l'utiliser. Voilà pour les prochaines étapes, et évidemment, pour les personnes qui sont intéressées, rien n'est obligatoire. Voilà pour nous, et maintenant on peut prendre les questions. Alors, j'avais une première question de Tim qui demandait ce qu'on pense de la terminologie de personne étrangère ou personne d'origine étrangère. Je liste les quelques questions que je vois. Amani sur la question du rapport à l'islam, considère que c'est aussi en raison de l'image politico-médiatique, l'islam et les musulmans sont associés à un danger.
Et Mélanie, auriez-vous déjà réalisé ou prévoyez-vous de réaliser une étude sur l'opinion des Français par rapport à l'islam? On peut peut-être déjà prendre ces questions-là. Sur la question de la terminologie personne étrangère ou d'origine étrangère. Alors, on ne l'a pas testé, cette terminologie-là. Potentiellement, elle a un poids sémantique moins important, en effet. Elle est plus large. Les personnes étrangères, on peut peut-être spontanément associer des profils beaucoup plus divers, concrètement, sur des questions géographiques, d'activité, de raison de venue. Donc potentiellement, oui, ça a un poids moins chargé en termes de représentation que quand on parle de personnes migrantes, de réfugiés. Après, c'est aussi plus large, donc c'est un choix. Après, nous, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, très vite, un terme peut être... derrière le terme, il faut toujours penser aussi à la représentation qu'on associe et que cette représentation peut se construire très vite. Donc, en gros, pour répondre, si sur personnes d'origine étrangère ou personnes étrangères, très vite, on va en fait construire et véhiculer des choses qui vont, dans l'opinion, pousser à construire le même profil type qui est mis derrière aujourd'hui personnes migrantes, bah, en fait, on aboutira à peu près aux mêmes représentations. Donc la question, c'est vraiment qu'est-ce qu'on véhicule avec ce terme et que le terme en lui-même ne permet pas de faire évoluer toutes les perceptions. Roberta, là-dessus, tu avais d'autres... Non, c'était plus ou moins la même chose, au sens où on s'est vite rendu compte que même si souvent, surtout dans les milieux associatifs, on met beaucoup d'attention aux termes qu'on utilise, en fait, l'opinion publique, elle est pas, on ne fait pas assez de pédagogie sur toutes les formes possibles, pas que militantes, pour essayer de faire rentrer des nouvelles formes de parler d'immigration. Et surtout, comme tu disais, Marion, c'est l'image qu'il y a derrière les profils types, il est le même qu'on parle des réfugiés ou qu'on parle d'immigrés. Et donc, toutes les déclinations qu'on peut faire d'autres termes comme personnes exilées ou autre chose risquent de ne pas avoir l'impact qu'on aimerait qu'elles aient. Sur la question de l'islam, donc de Mélanie, est-ce qu'on aurait déjà réalisé ou est-ce qu'on prévoit de réaliser une étude sur l'opinion des Français par rapport à l'islam? On n'a pas fait de travail aussi approfondi sur ce sujet-là. On a fait un travail plus ponctuel paru il y a une semaine sur le rapport à l'islamophobie mis en parallèle avec le rapport à l'antisémitisme, mais plus dans un contexte très particulier de se dire quel a été l'impact du 7 octobre et de l'exacerbation du conflit sur ces enjeux-là en France. Mais donc, ce n'est pas la même profondeur d'analyse. Aujourd'hui, on ne l'a pas prévu pour des raisons de projet, on n'a pas ce projet-là en tout cas identifié et construit, mais en tout cas, on voit il y a des enjeux derrière pour mieux creuser cette question-là. Et sur la remarque d'Amani sur qui a un impact aussi du discours politico-médiatique sur l'islam et les musulmans. Évidemment, les représentations, les perceptions ne se construisent pas toutes seules et que l'état du débat public contribue pleinement à les véhiculer. Et ce qu'on voit, nous, dans notre enquête, et ce qu'on entend dans nos groupes de discussion, c'est que finalement, à la fois, il y a une forte méconnaissance, on avait une question là-dessus, qui est reconnue par nos répondants sur je considère que je ne connais pas bien la religion musulmane, enfin, que je ne connais pas bien l'islam, pardon. Et aussi, finalement, un discours très critique aujourd'hui, qui est lié à différents acteurs, qui est lié à différentes actualités qui sont fortement médiatisées, et en parallèle, très peu de discours inverses et d'acteurs qui donnent à voir, à comprendre ce qu'est aujourd'hui l'islam et ce qui relève pas du tout ce qui relèverait pas du tout d'une incompatibilité avec la société française, avec ses valeurs, etc. Donc pour nous, il y a ces deux éléments-là qui sortent, qui jouent à la fois un discours très négatif, mais aussi très peu de discours qui donnent à voir cette compatibilité qui est fortement remise en question aujourd'hui dans l'opinion. Et après, on a plusieurs questions sur les enjeux du racisme. Donc, Sandrine, comment faire barrage au langage souvent raciste qui est diffusé par les médias? Et Tim qui nous dit pas de levier d'action concernant la dénonciation du racisme structurel et institutionnel issu de notre histoire coloniale, etc.
Euh, alors, nous, on n'a pas creusé jusqu'au bout la question du racisme sur tout ce qui peut l'expliquer, tout ce qui, enfin pas l'expliquer, mais tout ce qui en est la cause, tout ce qui relève de représentation raciste ou non, et qu'est-ce qui euh, explique et qu'est-ce qui alimente toutes ces représentations. Encore une fois, et c'est vraiment un point sur lequel on essaie d'insister, on ne veut pas dire, surtout quand il y a du racisme qui est avéré, ne dites rien, faites le dos rond et laissez passer ces choses-là parce que ça relève aussi d'une éducation sociétale à faire, de rappel, de mettre des lignes rouges là où elles sont. Notre point sur la question de l'immigration, ça a vraiment plus été de dire des fois, et notamment pour des acteurs qui sont engagés sur ce sujet-là, ça paraît absolument évident que certaines attitudes, que certaines opinions relèvent du racisme. Nous, quand on met ça en regard de où en est aujourd'hui l'opinion française, on voit que ce cheminement-là, il n'est pas fait. Donc, quand il y a un dialogue qui est fait, ou quand, par exemple, il y a une prise de parole ou une réaction à des sorties médiatiques ou à certaines lois, de l'exposer comme étant une évidence ne va pas rencontrer l'opinion. Et donc, il y a aussi un travail j'aime pas ce mot parce qu'il est aujourd'hui trop repris, mais de pédagogie ou d'explication pour dire en fait pourquoi ça relève du racisme. Et pour nous, ça, c'est un point important pour finalement faire ce chemin jusqu'à l'opinion qui aujourd'hui n'en est pas majoritairement là. Et donc, oui, il y a tout un travail d'explication et de démonstration sur aujourd'hui ce qui relève du racisme institutionnel, structurel de la société et comment le faire évoluer, mais que le faire de manière extrêmement radicale peut être tentant vu l'état des choses et par les personnes qui sont directement impliquées, et on comprend tout à fait ça. On dit juste qu'il y a aujourd'hui un écart qui peut se grandir, donc juste en avoir conscience en tout cas. J'espère que c'est assez clair. Et voilà, nous, on sait aussi les limites de notre recherche on n'a pas des réponses sur tout, sur comment vraiment désamorcer tous les nœuds, mais on essaye de les prendre un par un pour faire du lien. Là-dessus, Roberta, tu veux ajouter Oui, quelque chose? bah, en fait, moi, je dirais que c'est l'autre pendant de ce que tu viens de dire, que quelque part, l'effet qu'on a beaucoup souligné lors de la présentation, l'effet d'écouter les inquiétudes, d'écouter aussi les personnes qui ne pensent pas forcément comme nous, ça peut aider à trouver des nouvelles manières de parler des mêmes choses, de casser un peu les évidences qui sont évidences pour nous et qui peut-être ne parlent pas forcément aussi aux autres, et trouver aussi un nouveau langage, peut-être pour parler de la même chose, mais trouver un consensus qui permet donc d'échanger aussi les manières de concevoir l'immigration, les personnes migrantes, les musulmans, et donc de construire une nouvelle vision du monde aussi, et qui part aussi de cette prise en compte de l'opinion de l'autre, qui parfois ne s'exprime pas ou s'exprime mal, et qui donc a besoin de trouver son espace, même si on n'est pas forcément d'accord avec la manière dans laquelle elle est formulée. Mm. Et j'ai une dernière question sur la question de l'étranger peut-elle être genrée, destin de femmes migrantes. C'est pas dans cette enquête-là, mais dans une un sondage précédent qu'on avait fait, on voyait que oui, il y avait une plus forte reconnaissance des difficultés. C'est une question, est-ce que vous considérez qu'il est difficile d'être une personne migrante lorsqu'on est, et on avait posé la question, une femme, après un homme et un enfant. De manière contre-intuitive, par exemple, la question des enfants paraît beaucoup moins problématique. Aujourd'hui, les Français considèrent que c'est plus facile d'être une personne migrante quand on est un enfant, parce qu'il y a une considération d'une prise en charge automatique quand on est un enfant. Donc ça peut être une vision biaisée, mais par exemple, ça, c'était intéressant. Et par contre, on voyait une considération plus grande des difficultés quand on était une femme migrante qu'un homme migrant. Donc il y a une forme, entre guillemets, en tout cas, de compassion renforcée ou de reconnaissance renforcée des difficultés pour les femmes migrantes. Roberta le disait, dans le profil type, ce qu'on voit, c'est qu'on voit les Français associent plus l'image d'un homme aux personnes migrantes que l'image d'une femme. L'idée que c'est plus des hommes plutôt que des femmes, par rapport, nous en tout cas, aux chiffres dont on s'est procuré sur des chiffres officiels, on voit qu'en fait c'est beaucoup plus partagé que ce que pense l'opinion, qu'il y a une forme de déformation là-dessus. Euh, et donc, ça peut jouer. Nous, l'idée, c'est pas de dire il faut déformer et distordre la réalité, mais en tout cas de faire prendre conscience qu'il y a aussi des parcours de femmes migrantes, de femmes demandeuses d'asile, réfugiées, etc. Et que, évidemment,
la figure de l'homme migrant renforce aussi cette idée de cette association à l'insécurité, au camp, etc., dont Roberta parlait. Et d'ailleurs, on voit que dans le lien qui est fait aujourd'hui dans certains discours médiatiques ou politiques sur l'insécurité et l'immigration, quand on les met ensemble, on met beaucoup plus en avant l'image de l'homme et l'impact sur les femmes françaises potentielles, que c'est un levier aujourd'hui assez fortement utilisé pour renforcer cette peur et cette association à l'insécurité. Donc voilà sur la question genrée. Après, par contre, sur est-ce que les femmes françaises, enfin, en tout cas l'opinion féminine, a un rapport très différent versus l'opinion masculine, on ne voit pas des écarts fondamentaux dans le rapport à l'immigration aux personnes migrantes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, il est 55 et on repasse la parole à Alix pour le mot de conclusion. Oui, il y a une nouvelle. Non, c'est pas une question, non, mais c'était juste un remerciement dans la boîte des questions. Eh bien, merci beaucoup, Roberta et Marion, de votre présence à ce webinaire et merci à tous les participants et participantes. On vous enverra donc, comme prévu, la présentation et la liste des adresses e-mail des participants est aussi transmise à Destin commun pour la suite, si vous voulez continuer à suivre le projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le Et monde. juste un dernier mot, je précise que le replay du webinaire sera sur le site internet du Centre Appui Ressources Intégration prochainement. Eh bien, merci à vous, merci pour l'invitation et l'organisation de ce webinaire. C'était un plaisir de pouvoir vous partager ces éléments avec vous et on espère que ça a apporté, enfin, que ça a fait résonance avec des problématiques auxquelles vous êtes confrontés.